Donc là, on a une magnifique vue, donc GGR, donc là, on a augmenté la radioactivité. Mais c'est quoi? Ça, c'est le couvercle de la cuve. Le couvercle de la cuve. Ah oui, d'accord. C'est la cuve. Ok. Ouais. Ça, c'est la partie supérieure d'un des 4 générateurs de vapeur. Donc c'est on vient d'arrêter un réacteur sur le simulateur. Oui, c'est bien sûr sur le simulateur. Évidemment. On n'a pas. Waouh. Incroyable. Donc une basse pression. Et là, il y a l'alternateur. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Déclic Climatique. Aujourd'hui, vidéo assez particulière, voire complètement incroyable, puisque EDF m'a ouvert ses portes de la dernière centrale nucléaire mise en service en France, à savoir la centrale nucléaire de Civaux, à côté de Poitiers, de palier N4 pour les connaisseurs. Vous êtes peut-être comme moi à vous dire « Tiens, mais je savais pas qu'on avait le droit de filmer dans les centrales nucléaires. » Et effectivement, on n'a pas le droit de filmer les centrales nucléaires à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que la vidéo d'introduction que j'avais faite devant la centrale a été squeezée parce que je l'avais pas faite au bon endroit. En revanche, une fois que j'étais à l'intérieur avec les bonnes autorisations, c'était possible de filmer. Donc voilà, beaucoup d'images inédites, que ce soit sur YouTube ou Internet en général. Il y a assez peu de vidéos à l'intérieur des centrales nucléaires puisque, comme vous vous en doutez, c'est un environnement très sensible d'un point de vue sécurité ou sûreté. Nous avons pris donc un TGV de Paris jusqu'à Poitiers et un taxi ensuite de Poitiers jusqu'à la centrale nucléaire de Civaux. Et donc on commence cette vidéo dans le taxi. Bon visionnage à tous et c'est parti. C'est les clos de... C'est magnifique, hein? Ouais. Avant d'aller plus loin, Emmanuel, notre guide de EDF pour la journée à Civaux, nous a fait un petit peu un brief du fonctionnement d'une centrale nucléaire. Et donc, c'est ce que je vais vous reproduire ici, chez moi, avec les moyens du bord. Au cœur du réacteur nucléaire. Merci Fred. Alors, comment fonctionne un réacteur nucléaire? Vu que je m'appelle pas Jamy, désolé, je n'ai pas de maquette, on se contentera d'un schéma, mais ça va très bien se passer. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça prendrait 1 heure et il y a d'autres vidéos. Je vous renvoie vers les vidéos de C'est pas sorcier qui expliquent très bien comment fonctionne la fission nucléaire, un réacteur nucléaire. Je vais vous expliquer dans les grandes lignes. Je vais raisonner un peu à l'envers. On va partir des lignes électriques qui sortent de la centrale. Donc, ces lignes électriques, elles sortent d'un transformateur qui permet de rehausser la tension et elles sortent ici d'un générateur ou d'un alternateur. C'est une grosse dynamo qui, en tournant, va produire de l'électricité. Et elle vient d'où cette énergie de rotation de l'alternateur? Elle vient des turbines qui sont ici en amont. Ces turbines, on fait passer de la vapeur sur des aubes et elles se mettent à tourner exactement comme une hélice quand on souffle dessus. Et donc, cette vapeur, elle est produite grâce forcément à la chaleur du réacteur nucléaire. Donc, c'est dans le bâtiment réacteur que ça se passe, où on a le réacteur ici, la cuve du réacteur ici, dans lequel on a des assemblages combustibles. On a 205 assemblages combustibles. Et les assemblages combustibles, c'est quoi? Je vous explique ça rapidement. Un assemblage combustible, ça va ressembler à ceci. Ça pèse 500 kg et mesure 4 mètres de long. Si on zoome un petit peu, on s'aperçoit que c'est composé de longues tiges. Ces tiges, on appelle ça des crayons combustibles. Et c'est en fait à l'intérieur de ces crayons qu'on va mettre des petites pastilles exactement comme ceci. Donc ça, ce n'est pas une vraie, mais ça ressemble exactement à ça. Ce sont des pastilles d'uranium, de dioxyde d'uranium. Et donc, on va les mettre dans les crayons. Dans un crayon combustible, on va en mettre 316 et il y a 264 crayons combustibles. Donc, dans un assemblage combustible, vous avez environ 80 000 pastilles d'uranium comme celle-ci. Et les assemblages combustibles, vous vous en doutez, il y en a plusieurs dans le cœur du réacteur. Dans le réacteur de Civaux, il y en a 205. Donc, au total, on a aux alentours de 17 millions de pastilles d'uranium comme celle-ci. Et c'est ça qui va libérer de la chaleur pendant 4 à 5 ans dans un réacteur. C'est vraiment impressionnant. Et elle va libérer autant d'énergie en 5 ans que si vous brûliez 1 tonne de charbon ou 600 litres d'essence. Et juste au passage, 600 litres d'essence, c'est exactement ce que consomme une petite voiture sur toute une année. Donc si vous aviez un mini réacteur nucléaire dans une voiture, vous pourriez la faire avancer toute une année avec cette pastille. Ces assemblages combustibles en uranium avec les réactions de fission vont chauffer l'eau du circuit primaire. Le problème, c'est que cette eau devient radioactive en fait parce qu'elle est en contact avec le combustible nucléaire. Donc il y a des neutrons, des rayons gamma qui vont activer cette eau, la rendre en fait radioactive. Et c'est pour ça qu'on fait la distinction entre un circuit primaire et un circuit secondaire. Le circuit primaire chaud va venir dans le générateur de vapeur au contact d'un autre circuit, le circuit secondaire. Donc en fait, les deux fluides ne sont pas directement en contact, ils sont en contact uniquement à travers des échangeurs thermiques. Et donc l'eau du circuit primaire à 320 degrés va chauffer l'eau du circuit secondaire qui va se transformer de l'état liquide à l'état gazeux pour faire de la vapeur. Et c'est cette vapeur qui est envoyée
vers les turbines à 71 bars pour justement faire tourner ces turbines qui sont reliées à l'alternateur. Et juste pour le circuit de refroidissement, qu'on va aussi aller voir, en fait, on a donc le circuit primaire en violet ici, le circuit secondaire ici en rouge et en bleu, et là, ce troisième circuit, ça s'appelle le circuit de refroidissement. En fait, on a besoin de refroidir la vapeur pour qu'elle repasse à l'état liquide. Pour refroidir cette vapeur, on envoie donc de l'eau liquide dans un condenseur. Le condenseur, c'est cette grosse boîte où la vapeur va se transformer en petites gouttelettes à l'état liquide pour retourner vers le générateur de vapeur qu'on appelle GV. Et donc cette eau froide, elle provient donc de la rivière, donc là à Civaux, c'est la Vienne. Cette eau va être chauffée. L'eau en entrée de condenseur est aux alentours de 20 degrés et elle va ressortir aux alentours de 35 degrés. Pour éviter de trop réchauffer la Vienne, on ne va pas restituer cette eau à 35 degrés. On va utiliser en fait une tour aéro-réfrigérante, donc c'est cette immense tour très symbolique des centrales nucléaires, mais il y en a aussi sur des centrales à charbon, voire à gaz, donc c'est pas propre à un réacteur nucléaire, parce que ici on pourrait très bien y avoir du gaz ou du charbon qui produit la chaleur, on aurait quand même besoin de refroidir. Donc ces tours aéro-réfrigérantes vont permettre de refroidir cette eau chaude, voilà, en dispersant des petites gouttelettes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et une partie de cette eau va s'évaporer, et c'est en s'évaporant, comme quand vous sortez de la douche, qu'on va prélever des calories à cette eau chaude, qui sera donc renvoyée à 20 degrés dans le condenseur, etc. Voilà, donc il y a 3 grosses parties dans une centrale nucléaire. Le bâtiment réacteur, qui est là vraiment pour chauffer l'eau du circuit primaire avec les réactions de fission. La salle des machines, qu'on va aussi aller voir, qui est là pour convertir cette énergie qui est contenue dans la vapeur d'eau en énergie de rotation avec les turbines, puis en énergie électrique grâce à l'alternateur. Et une troisième grosse partie, le circuit de refroidissement, qui est là pour envoyer de l'eau froide dans le condenseur pour fermer le cycle du circuit secondaire, pour renvoyer de l'eau liquide au générateur de vapeur, etc., etc. Maintenant que vous êtes presque des experts du fonctionnement d'un réacteur nucléaire, on va pouvoir repasser à la visite. C'est parti. Il y a 5000 mètres cubes. À chaque fois, sur chaque... Et l'équivalent de 2 piscines olympiques par bâtiment en réserve. Ok, donc là on a une magnifique vue, donc en rouge, le diesel d'ultime secours, donc générateur d'électricité en cas de panne électrique du réseau, de la centrale pour toujours pouvoir le refroidir. La priorité dans une centrale nucléaire, c'est de toujours pouvoir refroidir le cœur, parce que on l'a vu, même à l'arrêt, il produit de la chaleur à cause des produits de fission. À Fukushima en 2011, si je résume, vous avez eu un tremblement de terre, donc d'une grosse magnitude, de magnitude 9 sur l'échelle de Richter, c'est quasiment le maximum. Donc les réacteurs se sont mis à l'arrêt, donc vous n'aviez plus de fission, mais toujours de la chaleur générée par les produits de fission parce que le combustible il était dans le réacteur depuis plusieurs années. Et malheureusement, vous avez ensuite un tsunami qui a enseveli la centrale. Et dans la centrale, vous avez des générateurs diesel de secours, donc des gros groupes électrogènes qui sont censés produire l'électricité pour toujours pouvoir alimenter les pompes. Il se trouve que ces générateurs diesel étaient ensevelis sous l'eau de mer et donc ne pouvaient plus fonctionner. Et le réacteur ne pouvait donc plus être refroidi et il a fondu. Au bout de quelques heures, quelques jours, le cœur du réacteur a commencé à fondre, ce qui a mené à l'accident de Fukushima. Je ne vais même pas détailler tout ça dans cette vidéo. Je vous envoie vers d'autres vidéos qui expliquent cela. Suite à cet accident, eh bien, tous les réacteurs nucléaires en France ont augmenté leurs standards de sûreté et donc on a rajouté dans toutes les centrales nucléaires en France des DUS, des diesels d'ultime secours. Donc en fait, un diesel d'ultime secours, ça va être un générateur diesel de secours, sachant qu'il y en a déjà en France, mais on va mettre un ultime secours. Donc si jamais les diesels de secours ne fonctionnent pas, on a un diesel d'ultime secours. Donc c'est comme si vous aviez dans votre voiture une roue de secours de la roue de secours. Et ce générateur peut produire 3,5 MW d'électricité pour alimenter des pompes du circuit primaire pour toujours pouvoir refroidir le réacteur, même quand celui-ci est à l'arrêt. Comme ça, on évite qu'il fonde et que ça mène à Fukushima. La tour aéro-réfrigérante qui crache de la vapeur pour refroidir la tranche 1 qui tourne actuellement, pour refroidir les 3 gigawatts d'énergie thermique. Donc c'est vraiment considérable. Et on aperçoit entre les deux le réacteur, le bâtiment réacteur de la tranche numéro 2. Et ici, la tour aéro-réfrigérante de la tranche 2 qui est à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir la visiter parce qu'elle est en changement de combustible. Donc on change un tiers du combustible actuellement dans cette tranche et c'est pour ça qu'on va pouvoir aller la visiter. Et juste ici, on voit les rails qui permettent aux convois Castor. Donc les convois Castor, c'est l'assemblage combustible qu'on va mettre dans des grosses boîtes de conserve en plomb pour limiter au maximum la radioactivité parce que c'est des convois extrêmement radioactifs parce qu'il y a tous les produits de fission qui se sont accumulés pendant 3 ans. Et donc c'est par ici que passent les trains et ça va direction La Hague. Donc en Normandie, tous les wagons Castor vont vers La Hague en Normandie. Donc c'est vraiment
impressionnant de se dire qu'ici, il y a 10 convois Castor par an, étant donné que dans un seul convoi, on ne peut pas mettre tout l'assemblage combustible de l'année qu'on vient de changer, donc on en fait plusieurs. Et dans chaque convoi, voilà, il y a... C'est vraiment magnifique. Et du coup, bien sûr, là-bas, qu'est-ce qu'on voit là, tout là-bas? On voit les lignes à haute tension, donc en fait, qui sortent du bâtiment réacteur. Donc le bâtiment gris, c'est le bâtiment, non pas réacteur, mais c'est la salle des machines, pardon. La salle des machines, où il y a la turbine, l'alternateur, et en sortie d'alternateur, il y a l'électricité en haute tension qui sort par là-bas, par les lignes à haute tension. Et donc je trouve ça incroyable de se dire qu'une centrale nucléaire, donc c'est vraiment une usine à gaz, avec des centaines de barres de pression, des centaines de mètres cubes par seconde de débit, et juste dans un fil électrique gros comme ça, on arrive à faire passer toute cette puissance. Donc la haute tension, c'est vraiment assez magique. Donc voilà, on a énormément de chance d'être là aujourd'hui avec ce beau temps. C'est merci EDF, quoi. Merci EDF. Voilà. Ouais, trop cool. On voit bien là la petite cheminée bleue qui crache rien du tout. Cette cheminée bleue au niveau du bâtiment réacteur, c'est une cheminée d'évacuation des effluents gazeux. En temps normal, elle libère de l'air du bâtiment réacteur qui n'est pas radioactif, hein, heureusement. En revanche, il peut y avoir un accident nucléaire. Par exemple, comme Fukushima ou Tchernobyl, même si c'est extrêmement peu probable aujourd'hui, si ça arrive, il peut y avoir par exemple une surpression de gaz à l'intérieur du bâtiment réacteur à cause de cet accident nucléaire, plutôt que d'éviter de faire une cocotte minute et que ce bâtiment réacteur vienne à exploser sous l'effet de la pression. On peut être obligé d'évacuer une certaine partie des gaz. Mais dans tous les cas, dans la cheminée, il y a des filtres qui permettent de retenir ces particules radioactives au maximum pour minimiser les rejets. Mais voilà, cette cheminée sert à ça. Mais c'est important de retenir qu'en temps normal, il n'y a aucune radioactivité émise par une centrale nucléaire. En tout cas, celle-ci est inférieure à la radioactivité naturelle, donc aucun risque là-dessus. Voilà, donc là, on va rentrer en zone industrielle. Dans une centrale nucléaire, vous avez plusieurs zones qui ont des niveaux de sécurité différents. Quand vous entrez, donc là, on est en zone verte, premier niveau de sécurité, vous avez les bâtiments administratifs. Il n'y a pas forcément d'enjeu d'avoir beaucoup de sécurité parce que si jamais il y avait un attentat sur ces bâtiments, eh bien, ça ne porterait pas atteinte à la sûreté de la centrale. Il ne pourrait pas y avoir d'accident nucléaire si vous détruisez un bâtiment administratif. En revanche, en zone orange, ici, c'est déjà un deuxième niveau de sécurité. Ici, on commence à rentrer en zone industrielle quand il y a des éléments en fait nécessaires au fonctionnement de la centrale avec des bâtiments. C'est là qu'on est en train de rentrer actuellement. Et la troisième zone, c'est vraiment la zone rouge, troisième niveau de sécurité, c'est la zone nucléaire. Et donc, en fait, on se rapproche de plus en plus du réacteur. Et donc, c'est de plus en plus compliqué de se rapprocher du cœur du réacteur parce que, bien sûr, c'est ici qu'il peut y avoir un départ d'accident nucléaire. Et donc, là, la sécurité doit être complètement maximale. Et donc, on va le voir par la suite qu'on va passer de plus en plus de portiques de sécurité entre chacune de ces zones. Ok. Donc, moi, je vais y aller avant vous. Et de la même manière, je sortirai après vous. Lorsque les travailleurs du nucléaire veulent sortir de la partie bâtiment-réacteur, il y a des appareils qui permettent de mesurer leur contamination. Parce que les opérateurs, les techniciens qui travaillent sur la maintenance des centrales nucléaires, par exemple, et du bâtiment-réacteur, ils peuvent être amenés à changer des tuyaux, des pièces qui ont été un petit peu contaminées. Il peut y avoir des petites particules qui sont en fait devenues radioactives. Et ce qu'on va surtout éviter, c'est que ces travailleurs ramènent chez eux ces particules radioactives qui pourraient tomber sur leur tapis, sur leur canapé. Et étant donné que chez eux, il n'y a pas de contrôle de radioactivité, eh bien, en fait, ils pourraient être irradiés toute l'année si cette particule venait à se poser et à ne plus bouger. Donc, on veut surtout éviter ça. Et donc, toutes les petites particules radioactives qui sont en fait des sources de contamination, eh bien, on veut surtout qu'elles restent dans la centrale. Et donc, voilà, on met ses mains, ses pieds. On vient placer des détecteurs de radioactivité. Donc, ça peut être des détecteurs alpha, bêta ou gamma. Dans tous les cas, tout est contrôlé pour que, lorsque l'on sort du bâtiment réacteur, on soit complètement propre et non contaminé. Tenue zone nucléaire, 2 mètres. Donc là, sur l'unité, ça mesure le nombre de millisieverts cumulés que je me prends actuellement. Donc bon, a priori, ça va rester à 0. Hein, parce que millisieverts, c'est quand même énorme. Naturellement, il y a de la radioactivité dans l'environnement. Chaque année, un Français se prend entre 2 et 3 millisieverts. Voilà, donc c'est très très faible. Et il se trouve que les travailleurs du nucléaire qui peuvent être exposés à de la radioactivité artificielle, avec bien sûr le réacteur nucléaire qui émet de la radioactivité, leur seuil annuel est fixé à 20 millisieverts. Et vous voyez sur ce graphique qu'on peut se prendre des doses radioactives de façon artificielle en prenant l'avion parce qu'on va être davantage exposé aux rayons cosmiques parce que l'atmosphère nous protège moins en altitude. On peut également avoir de la radioactivité quand on fait des scanners, des radios, ce genre de choses.
Du moment qu'on reste en dessous de 100 millisieverts par an, on n'y a aucun dommage pour la santé. C'est-à-dire qu'on va mettre des objets, tout ce qui est objet, appareil photo, téléphone, et on vient mesurer la radioactivité, et ça te dit si c'est contaminé ou pas. Et ça peut arriver qu'il y ait du matériel qui soit contaminé parce qu'il y a une poussière infime qui s'est posée dessus, qui est peut-être pas très radioactive, mais suffisante pour pas qu'on puisse sortir avec le matériel. Et donc, on doit laisser son téléphone dedans si ça arrive. Je vois 10 ici. Si je vois 10, le principe, c'est qu'au bout d'une heure, s'il y avait 10 ici pendant une heure, ça veut dire que sur notre dosimètre qui est ici, on aura la même chose quand on sortira. Ouais. Au bout d'une heure. Lui, il donne en temps réel. Ça, c'est le radiamètre. Ok. Voilà, c'est le radiamètre. Ok. Ici, on a une source radioactive. Donc là, c'est du cobalt 60 pour tester les compteurs Geiger. Donc là, on voit par exemple, le mien, là, il annonce 12 microsieverts par heure. Donc, sachant que la normale, c'est 0,1 microsieverts par heure. Donc, c'est pour tester que le compteur marche bien. Donc, a priori, ça marche bien. Donc, c'est bon. On est en confiance, on va dire. Donc là, on est à 0,12. Enfin, bref. Donc, on vient de croiser le directeur de la centrale, donc Christophe Rieux, qui était en visite terrain. Ça regarde. Exactement, dans le bâtiment réacteur. Ok, dans le bâtiment réacteur. Donc, Vérifier que tous les chantiers se passent bien, et c'est le cas. ok, bon, c'est bien. Tous les chantiers se passent bien. Ah, des chargements terminés. Ok. Et donc là, on est dans quelle phase On est dans les phases de travaux. Phase de travaux. Ok, travaux et contrôle. Ok, moi, très bien. Bah, nous, on s'apprête à rentrer sur zone. Bonne visite. Ouais, merci beaucoup. Bah, bonne journée. À très bientôt. Merci, Merci au beaucoup pour l'accueil. Hein. Ici, les étages, ils sont donnés en mètres. Donc là, l'ascenseur, il est au 22e mètre, donc il est tout en haut. Et tout ça, c'est indiqué en mètres, quoi. Et non en étage. On rentre par où? Ah non. De face, comme ça? Hop là. Là, je suis étanche en particules éventuellement radioactives. Magnifique. Ok, donc on s'est équipé pour entrer dans la zone réacteur. Donc, blouse, sur-chaussures, gants lavables. Hein. Gants lavables, c'est pas jetable. La combinaison, malheureusement, est jetable, donc ça va faire un déchet qui sera considéré comme radioactif, même s'il ne l'est pas. Mon petit compteur Geiger, donc là, on a augmenté la radioactivité. On est à 0,26 microsieverts par heure, alors qu'on était à 0,1, voire quasiment 0 tout à l'heure à l'extérieur. Donc, on commence à se rapprocher d'une zone nucléaire. Hein. C'est logique, c'est le cœur du réacteur. Donc, il y a toujours des petites traces de rayons gamma qui arrivent à pénétrer tous les murs. Mais ça reste bien sûr complètement négligeable. Il y a des zones en France où il y a plus de radioactivité, notamment avec le radon en Bretagne. Donc, on est prêt? Ouais, on y va? Donc là, on est effectivement à l'entrée du bâtiment réacteur. Dans les prochaines heures, ça va carrément être ouvert en grand. C'est-à-dire que le rond sera complètement ouvert. Là, il y a juste la petite porte d'entrée qui est ouverte, ce qui permet de faire rentrer des grands matériels. Ouais. On vient de finir le déchargement du combustible. Donc à partir du moment où le déchargement du combustible a été fini la nuit dernière à 4h du matin, donc il y a 6h, 7h, on va pouvoir aller faire des interventions de maintenance à l'intérieur et rentrer du matériel. Ok. Donc on va ouvrir la porte. Je sais pas à quelle heure elle va être ouverte, mais elle va être ouverte en grand. Vous allez voir un peu la gueule de la porte de côté. Elle est facile. Ok. Allez, on y va? Ouais. C'est parti. T'as vu ça, la porte bandée? Regarde ça. Oh, la porte. Oh, ah oui, c'est en dépression. Donc là, il y a du vent qui entre. Parce que c'est en dépression, comme ça, aucune particule radioactive ne peut sortir. Vu que tout l'air qui entre est filtré. Il faut savoir que là, on rentre dans le bâtiment réacteur uniquement parce que celui-ci est à l'arrêt. En fait, là, on est dans une phase de rechargement de combustible et la radioactivité est beaucoup plus basse quand le réacteur est à l'arrêt. Quand le réacteur est en fonctionnement, en fait, à l'intérieur de celui-ci, malgré les 23 cm d'épaisseur de la cuve en acier, il y a toujours des rayons gamma, donc de la radioactivité émise par toutes les réactions de fission, tous les produits de fission à l'intérieur du réacteur qui arrivent à pénétrer ces 23 cm d'acier et peuvent toucher les travailleurs si on se vient se balader à côté de la cuve dans le bâtiment réacteur. Et pire que les rayons gamma, en fait, vous avez les neutrons à l'intérieur du réacteur. C'est vraiment une soupe de neutrons. Vous avez des milliards de neutrons qui fusent à l'intérieur de tout le réacteur pour faire justement ces réactions de fission. Le problème, c'est que les neutrons, ils arrivent à pénétrer la matière. C'est très difficile de les arrêter parce que, si vous vous rappelez de vos petits cours de physique, les neutrons ont une charge neutre. On a du mal à les dévier avec un champ électromagnétique. Ils fusent en ligne droite et ils pénètrent la matière et ils nous pénètrent nous.
et ça fait très mal au corps de se prendre des neutrons. Et c'est pour ça qu'en fonctionnement, si on rentre dans un bâtiment réacteur, la radioactivité, si on va à proximité de la cuve du réacteur, on est aux alentours de 100 millisieverts par heure. Je le rappelle, la limite réglementaire des travailleurs du nucléaire, c'est 20 millisieverts par an. Ça veut dire que si vous restez 12 minutes à côté de la cuve du réacteur pendant que celui-ci est en fonctionnement, vous prenez votre dose annuelle si vous êtes un travailleur du nucléaire. Donc bien sûr, quasiment personne ne rentre dans un bâtiment réacteur en fonctionnement. Donc pendant 18 mois, vous n'avez personne dans celui-ci. Plus bas. Donc le chariot là-bas est quand même devenu radioactif. C'est vraiment impressionnant. Je sais pas si on entend d'ailleurs, c'est assez bruyant. C'est impressionnant cette dépression là. Allez. Donc là, vous voyez un peu la gueule de la porte. C'est incroyable. Basculer va monter Ah ouais, pour pouvoir faire rentrer le matériel. c'est incroyable. Comme les joueurs. Ouais. Les belugas, ouais. Ah, c'est assez bruyant la ventilation. Donc là, on est dans le bâtiment réacteur Ok. et je vais vous faire monter sur le chemin qui est plus haut. Là. Comme ça, vous aurez une vue panoramique. D'accord. Donc là, le mur en béton, ouais, c'est celui qu'on voit de l'extérieur. Là, on est. Alors, c'est pas celui qu'on voit de l'extérieur parce qu'en fait, il y a deux murs. Ah, ok. Il y a une enceinte interne, Ah oui. 1,80 m de vide. Ah, d'accord. Donc là, il y a du vide derrière. Ouais. On a deux. En fait, c'est une coque dans la coque. Ok, d'accord. Ça, c'est les réacteurs les plus récents. Et les plus anciens n'en ont qu'une. Ouais, c'est ça. L'enceinte externe du bâtiment réacteur fait 55 cm d'épaisseur. Donc on est sur du bon bébé, quelque chose comme ça, quoi. C'est vraiment énorme. Et l'enceinte intérieure fait 1,20 m de large. Donc vous avez du béton, une coque en acier. Donc vous avez de l'acier et du béton. Bon bah là c'est le double, hein, vraiment 1,20 m de large. Donc on se rend bien compte qu'avec des épaisseurs pareilles, ça permet de faire l'étanchéité en cas de grosse surpression. Et ça vient aussi protéger des agressions externes avec du gros béton armé pour contrer des éventuelles attaques terroristes. Ah ouais. Oh la vache. Ouais. À 0. Ah ouais. Il est où là? Ah ouais, 22 là. Ouais. Là c'est quoi? C'est le couvercle de la cuve. Le couvercle de la cuve. Ah oui, d'accord. Alors en fait, sur le coup, je ne savais pas, mais en fait, on est passé juste à côté du couvercle de la cuve du réacteur. Donc c'est pour ça que c'était assez radioactif à côté, parce que cette cuve, elle a été activée par le flux neutronique qu'il y a lorsque le réacteur est en fonctionnement. En fait, de base, les matériaux de la cuve, donc métalliques principalement, ne sont pas radioactifs, mais lorsque des neutrons viennent les percuter, ces atomes, on dit qu'ils s'activent, en fait, ils vont se transformer, muter en d'autres isotopes de ces matériaux métalliques initiaux et vont devenir radioactifs. C'est pour ça qu'on avait aux alentours de 30 microsieverts par heure à côté du couvercle. Je rappelle, la radioactivité naturelle, on est plutôt aux alentours de 0,1 microsieverts par heure. Et dans un avion, on est à 3 microsieverts par heure lorsqu'on n'a pas l'atmosphère pour nous protéger du rayonnement cosmique. Donc voilà, là, on avait juste 10 fois plus de radioactivité que dans un avion, donc ça va quand même. Ah oui, donc on est à 32. C'est le faux couvercle qu'on va mettre par-dessus quand on va fermer la piscine. D'accord. C'est un couvercle qui ferme la piscine. Ah ouais, là, on est à 34 microsieverts par heure, donc là, ça commence à être beaucoup. Waouh. Ouais, on peut y aller. Ok, c'est parti. Il y a un coup, il y aura un risque de... Ok, merci. Ok, donc là, c'est des goujons qui viennent sur la cuve. Ok, c'est pas beaucoup, c'est pas plus radioactif que le reste. What? Allez, c'est bon pour vous. Ah, et là, on est repassé sur des seuils beaucoup plus bas de radioactivité. Ouais, là, on est vraiment sur des niveaux de radioactivité beaucoup plus bas. Waouh. Ah ouais, on reconnaît bien la forme. On est sur le chemin de ronde, à 40 mètres de hauteur. à peu près. Chemin d'onde, ça s'appelle? Le chemin de ronde. De ronde. Il fait le tour, et ça, c'est ce qu'on appelle le pont polaire. Il tourne à 360 degrés. Il y a un gars dedans, d'ailleurs, il est pour les manœuvres, qui permet de faire des opérations de maintenance à l'intérieur. C'est un pont Eiffel, t'as vu? Eiffel, c'est pas pour rien. Ok, donc là, on reconnaît bien la forme du bâtiment réacteur qu'on voyait dehors. Sauf que là, on est à l'intérieur. Regarde un peu! On voit le réacteur, hein? C'est incroyable. Oh là là! C'est dingue! Ça, c'est tous les boujons qu'on voyait. Hein. Ouais.
la cuve est dessous en fait, elle fait une quinzaine de mètres de haut à peu près, elle est dessous, ça c'est l'entrée en haut. Ok. Et enfin, en haut, on est sur Le haut trou de la cuve. là-bas, Et- c'est la cuve. Ok. Ouais. Et ça, c'est le couvert, donc on a enlevé et on l'a posé dans le truc à côté. D'accord. Un bâtard d'eau entre les deux. Ok. Voilà. Ok. Et là, on a enlevé, donc on vient de finir l'opération, Ouais. qui consistait à enlever les 205 assemblages qui sont à l'intérieur Ouais. de la cuve pour les transférer. C'est l'autre côté Ah oui. là-bas. Ils Un partent par un, par là-bas. à Ok. l'horizontale, dans le bâtiment. Donc là, ils sont tous sur lequel on va aller après. D'accord. Donc là, maintenant, ils vont remettre le nouveau combustible. Alors maintenant, on va faire des opérations de maintenance et on remettra le combustible à la fin de la semaine. Donc on a 3 jours et demi D'accord. d'opération de maintenance. Ils remettent le combustible à la fin de la semaine, de nouveau. Ok. Super. Ok. Et donc là, il y a 4 générateurs de vapeur en fait. Il y en a un là, un là-bas. Là, ils sont par paire. De l'autre côté, il y en a 2 aussi, hein, comme vous voyez sur le schéma. Ça, c'est les générateurs de vapeur. C'est donc là-dedans que va générer la vapeur entre le circuit primaire et le secondaire et qui va ensuite partir vers la turbine dans la salle des machines. Voilà. Donc là, il y a des techniciens de maintenance en dessous qui supervisent l'opération. Donc là, voilà, on a enlevé un tiers du combustible qui était en fait usé, qui était là depuis environ 3-4 ans. Et tous les 12 à 18 mois, voilà, on change un tiers du combustible, on en remet un nouveau. Et comme ça, il y a toujours en permanence un peu de combustible dans le réacteur qui est à moitié usé. En fait, petite précision, dans les centrales nucléaires françaises, on fonctionne par 3 batchs de combustible. En fait, plutôt que de mettre que de l'uranium neuf en fait, pendant 4 à 5 ans et de tout changer d'un coup, ça, ce serait pas optimal d'un point de vue flux neutronique. Parce que dans un réacteur nucléaire, il faut bien avoir en tête que c'est un neutron qui casse un atome d'uranium pour ensuite libérer d'autres neutrons. Et donc, c'est en fait le flux neutronique qu'on vient contrôler. Je reviendrai juste après sur ce détail dans la salle des commandes où on va expliquer comment on gère la puissance d'un réacteur. Ça se fait au niveau des neutrons. Et donc là, je vous montre un schéma d'une vue du dessus d'un réacteur avec, pour le réacteur de Civaux, 200 assemblages combustibles. Donc ici, c'est une vue de dessus de l'assemblage. Et donc, ce qui est rose, ça va être de l'assemblage neuf. Ce qui est jaune, c'est de l'assemblage qui est là depuis 18 mois, parce que c'est tous les 18 mois qu'on vient changer. Et le bleu, ici, il est là de 36 mois, donc c'est-à-dire 3 ans. Et donc, c'est au bout de 4-5 ans qu'on le changera. Et donc, pourquoi on fait comme ça? Eh bien, ça permet de uniformiser le flux neutronique parce que, en fait, le combustible neuf, il va être plus efficace. Il va y avoir plein de neutrons, en fait, à l'intérieur du combustible neuf. Et plus le combustible est usé, et moins il va être réactif parce qu'une partie de l'uranium a été consommée. Donc, forcément, il y a moins d'uranium-235 à fissionner. Il y a des produits de fission. Donc, ça, c'est un peu des déchets qui servent à rien pour la fission. Et donc, ça permet de uniformiser. On mélange un peu le neuf et l'ancien. Et en fait, on met le plus ancien autour parce que celui-là, il est plus très réactif. En revanche, il permet toujours de faire de la chaleur et surtout, il permet d'éviter les fuites de neutrons parce qu'en fait, c'est vraiment une soupe de neutrons dans un réacteur nucléaire. Donc, on veut éviter au maximum que les neutrons sortent du réacteur parce que les neutrons, c'est très dur à arrêter. Ça va en ligne droite, ça passe à travers la cuve. Je rentre pas plus dans le détail, on pourrait y passer des heures à expliquer ça, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet d'avoir un flux neutronique homogène. Et comment ça marche concrètement? Eh bien, vous voyez que chaque assemblage a un code, donc ça peut être des lettres, chiffres, peu importe, mais il a un code. Et en fait, tous les 18 mois, on enlève tous les assemblages et on les replace au bon endroit. Donc en fait, les roses qui étaient initialement neufs, on va les mettre aux emplacements des jaunes, et les jaunes aux emplacements des bleus. Et les bleus, on les enlève, etc., etc. Et donc, à chaque fois, tous les 18 mois, on enlève tout, on remet tout au bon endroit, et voilà. Ok, les barres de contrôle, on les voit pas en fait. Où est-ce que... Ah, d'accord. Il y a 20 mètres d'eau là, ok. 20 mètres d'eau et ça suffit à faire un bouclier. Donc ce qu'on voit ici, c'est la cuve du réacteur. Cette cuve est vide car, comme je vous le disais, en fait, là ici, on est dans une phase de rechargement combustible. Donc on enlève tous les assemblages combustibles et après on les remet au bon endroit avec le neuf. Et pourquoi ici on met de l'eau? Eh bien l'eau en fait fait un écran biologique. Ici, il y a 20 mètres d'eau au total, 20 mètres de profondeur jusqu'en bas de la cuve. Et en fait, 4 à 5 mètres de profondeur suffisent pour bloquer la radioactivité. Donc typiquement les rayons gamma, parce que la cuve est en fait irradiée, donc elle émet beaucoup de rayons gamma, et 4 mètres d'eau suffisent à bloquer ces rayons gamma pour limiter l'exposition des travailleurs, des techniciens qui s'occupent de toute cette phase de rechargement combustible dans le bâtiment réacteur. Et en fait, ce qui est amusant, c'est de se dire que si là, on tombait dans la piscine, si un technicien tombe par mégarde dans la piscine qu'on voit en bas, en fait, il n'aurait pas vraiment de problème en termes de radioactivité, parce qu'en dessous de lui, il y aurait toujours 4 mètres de profondeur, et donc
les rayons gamma, mais en fait, ne pourrait pas l'atteindre parce que lui, il serait à la surface. En revanche, l'eau étant borée, c'est assez agressif, hein, c'est en fait de l'acide borique. Donc en fait, c'est plutôt l'eau qui va venir agresser sa peau. Donc c'est plutôt une attaque chimique qu'il aurait avec l'acide borique qui viendrait attaquer sa peau plutôt qu'un danger de radioactivité. Voilà. Donc dans tous les cas, on va éviter de tomber dedans, évidemment. Donc là, des cheese, c'est des barres d'instrumentation. C'est pas les barres de contrôle. Et donc, c'est de l'eau borée pour absorber une certaine partie du neutron directement via l'eau. Donc là, c'est cool, ça, on voit que c'est en train de monter. Ils le font monter progressivement, l'espèce de grue. Hein. Tu peux pivoter à 360 degrés autour du bâtiment réacteur. 1,4, ouais. Donc, soit juste 10 fois plus que la radioactivité naturelle. Alors qu'on est à l'intérieur du gut. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, finalement, c'est rien du tout. Et la taille du crochet, le crochet est vraiment énorme. Enfin, je pense que c'est 1 mètre de large. Ouais. Là, il fait très chaud, là. Ah, c'est un peu plus, là. Et ouais, donc là, les générateurs de vapeur ils sont immenses. Là, on voit que le dessus, mais du coup, il va tout descendre en dessous. Il va faire des dizaines de mètres de haut. Ce générateur de vapeur, là. Je sais même pas si on m'entend. Si ça se trouve, on ne m'entend même pas dans le délire. Tous les goujons ici qui permettent a priori, de fermer le réacteur. C'est un peu les vis, hein, si je comprends bien. C'est avec ça qu'on va fermer le réacteur, quoi. Voilà. Donc, en fonction de là où on se passe, on a plus ou moins de radioactivité. Là, il y a le grutier là-bas. Ah, il a les pieds en l'air, il est à l'aise. Hein. C'est ça qu'on va mettre sur le trou de la cuve. Le trou de la cuve, on va mettre le bouchon jaune par-dessus et on enlèvera l'eau. Ah, ça, c'est le bouchon? Ouais, ça, c'est le bouchon qu'on met dessus en période de maintenance. Ok, donc ça. Ah, en période de maintenance. Ce truc-là, c'est le bouchon du réacteur pour les travaux. Quand ils vident l'eau, il n'y a plus d'eau pour les protéger. Donc, ils mettent un bouchon de blindage pour les blinder des rayons gamma qui s'échapperaient du réacteur. Les générateurs de vapeur juste ici. Il y en a 4. Après, ils sont en train de... Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire en fait. Ouais, ils remettent ce qu'ils ont enlevé. Ouais. Le gars, c'est lui qui est chargé de remplir la piscine. C'est faux. Là, il rince. Du coup, il rince la pièce, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Il la rince avant de la sortir complètement. Ouais. Ah ouais, pourquoi pas. Donc, justement, pour enlever l'eau avec des poussières radioactives dessus. Ouais, éventuellement, ouais. Ouais, sécurité maximale, limiter la dispersion possible de produits radioactifs. Donc là, on est juste à côté de l'eau. Ah, mais d'ailleurs, ils ont vidé l'eau, regarde. Je sais pas si on arrive à voir, mais ils ont vidé l'eau qui remplissait le réacteur. Donc là, le réacteur est à 1000, hein. Enfin, c'est quoi? C'est un peu curieux. En tout cas, ils ont vidé une partie de l'eau. Et là, c'est le couvercle du réacteur qu'on voit pas trop, qu'on voyait bien. Là, il y a le couvercle du réacteur qui est juste là. Donc, ça fait 22 microsieverts par heure. Donc là, on est dans une des zones les plus radioactives de la centrale, puisqu'on est au plus proche du réacteur qui est couvert. Donc, c'est assez impressionnant. Mais là, c'est dingue, il n'y a plus d'eau, là. Ils ont vidé l'eau, ouais, là. Mais donc, ça veut dire que le réacteur est à... Mais du coup, c'est dingue qu'ils vident avant de mettre le bouchon. Ouais, parce qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait tout l'eau. Ah, il y a toujours de l'eau, mais on la voit pas. Ah oui, ok. Donc, ouais, en fait, il y a toujours de l'eau, mais juste on la voit pas. Mais parce que sinon, ce serait vraiment à nu. Ouais, c'est ça. Il y a plus 7 mètres, c'est seulement 3 mètres, mais ça suffit. Très chaud. Ça, c'est le haut du générateur de vapeur. Ça, c'est la partie supérieure d'un des 4 générateurs de vapeur. Donc, c'est incroyable. C'est pas du tout radioactif. Parce que, a priori, c'est seulement le circuit secondaire. C'est de la vapeur du circuit secondaire qui n'est pas du tout radioactive. Donc, c'est normal. On est tellement proche du générateur de vapeur. Donc, c'est une grosse théière, quoi. Un générateur de vapeur, en fait, c'est un nom un peu barbare. Ça fait 22 mètres de haut et pèse 400 tonnes. Mais en fait, c'est comme ma petite bouilloire en un peu plus gros. En fait, à l'intérieur, vous avez quoi? Vous avez ici un petit serpentin qui a en fait une résistance électrique. Et donc, on vient faire passer un courant dans cette résistance, ce qui fait chauffer l'eau. Et au bout d'un moment, on a de la vapeur qui finit par sortir
quand l'eau entre en ébullition. Dans un générateur de vapeur, c'est la même chose. Le petit serpentin qu'on voit en dessous, en fait, dans le générateur de vapeur, ça va être le circuit primaire avec évidemment beaucoup plus de tuyaux que ça. Donc, il faut imaginer l'eau du circuit primaire à 300 degrés qui passe à l'intérieur. Et dans la bouilloire, on a l'eau du circuit secondaire qui vient donc se chauffer au contact du circuit primaire. Et elle va générer de la vapeur exactement comme cette bouilloire. La seule différence entre ma bouilloire et le générateur de vapeur, c'est la taille. Ma bouilloire fait une puissance de 2200 watts, donc 2,2 kW. Les générateurs de vapeur, c'est un petit peu plus gros. Ils gèrent une puissance de 4270 MW pour toute la cuve du réacteur. Et étant donné qu'il a 4 GV, générateur de vapeur, ça fait 1067 MW par générateur de vapeur, soit en fait 485 000 fois plus que ma bouilloire. Donc oui, un générateur de vapeur de 22 mètres de haut, c'est l'équivalent de 485 000 fois ma bouilloire en termes de puissance thermique et donc de production de vapeur. Initialement, on devait aller voir les piscines combustibles de la centrale, mais on n'a pas eu le temps, donc EDF m'a donné des vidéos pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, déjà, à quoi ça sert les piscines combustibles? En fait, quand on décharge les assemblages, donc par exemple sur cette vidéo, on voit le pont roulant qui décharge un assemblage. Alors là, il n'y a pas d'assemblage sur la vidéo, mais il faut imaginer qu'il y a un assemblage de 4 mètres en dessous. On le décharge comme ça sous eau, toujours pour protéger de la radioactivité, parce que les assemblages usés, ils sont extrêmement radioactifs. Donc il faut absolument 4-5 mètres d'eau au-dessus pour protéger les opérateurs qui sont autour. Et on va venir transférer en fait, cet assemblage de la piscine du réacteur avec la cuve vers la piscine combustible. Et donc c'est ce batteur d'eau là qui permet de faire passer à travers le mur, c'est ça, voilà. à l'horizontale, des assemblages combustibles Ok. un par un, donc les 205 un par un pendant 48 heures. D'accord. Donc c'est par là que sont évacuées toutes les barres de combustible sous l'eau via ce conduit et ensuite c'est stocké dans les piscines là-bas. Qui est là pour en fait entreposer les assemblages combustibles pour les faire refroidir entre 3 et 6 ans avant de pouvoir prendre la route et en fait principalement le train jusqu'à La Hague pour être ensuite recyclé et traité. Et donc là sur cette vidéo on voit par exemple une grue de levage qui lève un assemblage combustible de la piscine pour sûrement le mettre dans un emballage parce qu'une fois que les assemblages ont refroidi et qu'ils ont une puissance thermique d'environ 2 kW, soit un radiateur chez vous, donc c'est quand même beaucoup mais ça va quand même, c'est gérable, on prend ces assemblages et on les met dans un emballage blindé qui pèse 110 tonnes, voilà, par exemple celui-ci, le TN12, et ensuite cet emballage, on va le mettre sur un wagon et il va voyager jusqu'à La Hague par train et ensuite il fera les derniers kilomètres en camion pour être retraité à l'usine Orano La Hague qui récolte tous les combustibles nucléaires de toutes les centrales nucléaires françaises. Ouais. Et donc on espère qu'il n'y a rien. Ouais. C'est en raison de la radioactivité bêta, a priori. Hein. CNPE, si bon. Hop là, et on sort. On est en dépression, ça fait probablement quand on est à l'intérieur. Ouais, c'est ça, ouais. Une bonne dépression. Donc les gants, ça s'enlève comme ça. On les pousse jusqu'au bout, sans toucher la surface extérieure. Ouais. Et à la fin, on part du principe que ce qu'on porte est contaminé. Oui. Et donc, par précaution, on met des gants. Bon, et donc malheureusement, les combinaisons jetables vont à la poubelle, elles sont donc dans une poubelle. Déchets nucléaires en mélange, donc ça va être des déchets nucléaires très faible d'activité, qui sont malheureusement, en fait, heureusement pas radioactifs, mais on les considère dans le doute comme des déchets nucléaires. On met un pied après l'autre. Faites bien de me dire parce que je suis gaucher et par réflexe j'aurais dit gauche de Voilà. On touche pas de bord inférieur. Et on met ça, non pas à la poubelle, mais ça va être lavé tout ça. Allez, vas-y. Alors là, il y a eu un petit problème de son, mais ce qu'on voit en fait, c'est le magasin d'équipement. En fait, dans le bâtiment réacteur, il y a plein d'équipements, donc ça peut être des bouteilles d'oxygène, tous les équipements nécessaires pour faire la maintenance au niveau des piscines ou autres. Et en fait, pourquoi on a ce magasin à l'intérieur du bâtiment réacteur? Parce que ces équipements ne vont jamais sortir. Parce que s'ils sont un petit peu radioactifs, en fait, ce serait super contraignant de les sortir pour les stocker ailleurs, en faire venir d'autres, il faudrait les scanner, etc. Là, au moins, tout reste à l'intérieur durant les dizaines d'années d'exploitation de la centrale, donc c'est beaucoup plus pratique en termes de gestion des équipements. Et donc là, c'est comme tout à l'heure, je me passe un détecteur de radioactivité, ici plutôt bêta, la radioactivité bêta, pour vérifier que je n'ai pas de particules radioactives et que je ne suis pas contaminé avec une petite particule que je pourrais ramener chez moi. On n'a surtout pas envie de ça. Et là, c'est pareil, c'est un appareil qui vient mesurer la radioactivité au niveau des mains et des pieds pour vérifier qu'il n'y a pas de particules qui se seraient coincées sur ma peau.
Et on passe enfin dans un dernier appareil qui nous fait un dernier contrôle du corps entier pour vérifier encore une fois qu'on n'est pas contaminé et qu'on n'a pas de radioactivité qui pourrait sortir de la centrale. Pied droit en avant. Avance bien les pieds. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veuillez vous retourner. Autre main. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non contaminé. Ah, bah ça me fait plaisir. Vous pouvez reprendre votre dosimètre. Et voilà. 2. Il y a un petit chat qui appartient à la centrale nucléaire. Il y a juste le bâtiment réacteur juste là. Et là, il y a un chat, c'est juste incroyable. Il doit être autorisé sur zone. Hein? T'es pas un terroriste, toi? Incroyable. Ok, donc là, on est devant le simulateur du réacteur. Donc, c'est un simulateur d'entraînement. Donc, on a le privilège d'aller à l'intérieur pour voir des instructeurs d'opérateurs. Donc, c'est les instructeurs, c'est comme les moniteurs d'auto-école, mais sauf que c'est pas pour apprendre à conduire, c'est pour apprendre à conduire les centrales nucléaires. Et donc, on va voir ça tout de suite à l'intérieur. Ça va être vraiment impressionnant, je pense. Voilà, donc on se trouve actuellement dans le simulateur de la salle de commande d'une tranche nucléaire. Donc, ça ressemble exactement à ça. C'est une réplique conforme à l'échelle 1. Et donc, ici, on a deux instructeurs qui ne souhaitaient pas être filmés et qui vont nous expliquer, voilà, l'agencement de la salle. Donc, cette pièce représente le simulateur pleine échelle, c'est-à-dire que c'est une représentation à l'échelle 1 d'une salle de commande. Il y a combien de personnes qui travaillent en même temps dans la conduite? Vous avez une équipe de quart, c'est 20-22 personnes. Ok. Avec, vous avez 1, 2, 3, 4 personnes dans chaque salle de commande, plus des agents qui se déplacent sur les installations pour faire des relevés, pour faire des contrôles, et puis pour s'assurer que tout va bien. D'accord, ok. Il y a 7 équipes de quart. Il y a 7 équipes de quart. D'accord, ok. Donc ça fait en gros 200 personnes. Parce qu'il y a toujours une présence dans la salle de contrôle. Le réacteur, évidemment, s'arrête pas. Oui. Donc, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ce qu'on appelle un opérateur, c'est la personne qui pilote le réacteur. Et il faut avoir en tête que dans une centrale nucléaire, il peut y avoir 2 jusqu'à 4 réacteurs. Chaque tranche nucléaire avec son réacteur possède une seule salle de commande. C'est pas une salle de commande pour les 4 réacteurs. Chaque tranche est indépendante et possède chacune sa salle de commande comme celle-ci. Donc, au niveau des formations, les opérateurs sont les conducteurs en fait de la centrale, font 10 jours de simulateur par an, donc dans ce simulateur, pour se préparer à des incidents, voire des accidents, et bien réagir. Et tous les 2 ans, ils repassent en fait leur permis d'opérateur pour vérifier qu'ils n'ont pas oublié les fondamentaux, etc. Parce que bien évidemment, la plupart du temps, il n'y a aucun problème. La centrale fonctionne correctement, mais le but, c'est qu'ils soient préparés en cas d'accident pour réagir au mieux. Et c'est justement ça qu'on vient vérifier et tester régulièrement sur les opérateurs. On va vous expliquer les dispositions. Ah pardon. En fait, vous avez 2 opérateurs qui sont face en fait à la machine. Ok. Donc pour la partie réacteur à gauche et la partie production d'électricité à droite. Ok. Chacun a un rôle bien défini. Il y a un 3e opérateur qui est là, enfin un 3e superviseur en fait, il n'est pas opérateur, qui supervise ce que font les 2 autres et les interactions avec la maintenance en temps réel. D'accord. Quand les gens viennent travailler sur un organe, faire du dépannage ou de la maintenance, derrière c'est lui qui validera la cohérence de l'intervention avec ce qui se passe sur la tranche. En permanence, ils sont 3 en salle de commande. Okay. Et il faut savoir que les centrales nucléaires reçoivent des ordres de marche qui leur disent à quelle puissance ils doivent fonctionner chaque jour. Donc c'est l'organisme COP-M qui permet d'assurer la fourniture d'électricité aux clients d'EDF. Et donc, chaque jour, ils envoient aux opérateurs de la centrale, vous allez fonctionner à telle puissance, telle date, etc. Mais il se trouve qu'un réacteur nucléaire, ça n'aime pas vraiment moduler sa puissance. Un réacteur nucléaire, idéalement, il fonctionne à 100% en puissance nominale pour avoir un flux neutronique homogène dans la cuve du réacteur parce que à chaque fois qu'on module la puissance, on insère des barres de contrôle, par exemple, en bas. Et donc, ça va créer en fait une hétérogénéité à l'intérieur du réacteur en termes d'usure du combustible parce que à côté des barres de contrôle, en fait, il n'y a quasiment pas de neutrons, donc le combustible va être plutôt neuf. Et au contraire, loin des barres de contrôle, le combustible sera très usé et ça crée des déséquilibres à l'intérieur du réacteur. Et donc, il y a des crédits, en fait. Les opérateurs ont des crédits, en fait, pour le réacteur
et essaye de conserver ses crédits. Et au bout d'un moment, s'ils ont trop fait varier la puissance au cours de l'année, au cours des mois, eh bien, le réacteur ne peut plus fonctionner. En fait, il faudra changer de combustible. Le combustible est trop usé. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de conserver ses crédits pour pouvoir utiliser le réacteur le plus longtemps possible, entre 4 et 5 ans par assemblage combustible. Et il faut savoir que plus le combustible est neuf dans un réacteur, plus celui-ci va être manœuvrant. On va pouvoir descendre par exemple à 30% de puissance nominale. Donc si le réacteur fait 1 gigawatt, on va pouvoir descendre à 300 mégawatts de production. Si jamais on a une surproduction énergie renouvelable en journée, c'est le cas principalement en été, quand les panneaux photovoltaïques sont à pleine puissance vers midi, eh bien, on va demander aux réacteurs nucléaires de baisser leur puissance parce que sinon, on va être en surproduction. Et si, pas de chance, pas de chance, entre guillemets, pour les réacteurs, on a énormément de vent, énormément de soleil, eh bien là, on va demander aux réacteurs nucléaires de baisser au maximum leur puissance. Mais ça, c'est possible que si le combustible est relativement neuf. Quand le combustible est usé et qu'on est sur le point de le changer, le réacteur est moins manœuvrant. C'est ce que nous expliquait l'opérateur, il est moins manœuvrant et donc on va seulement pouvoir réduire de quelques pourcents la puissance, mais on ne va pas pouvoir faire des descentes profondes en puissance, jusqu'à 30% de puissance nominale par exemple. Souvent, les ordres de marche des réacteurs nucléaires sont à 99,6% de puissance nominale. En fait, on se garde un petit peu de jeu pour faire de la réserve primaire sur le réseau, si jamais il y a besoin d'injecter de la puissance rapidement, parce que soit la consommation a fortement augmenté, soit on a eu un effondrement de la puissance en France. Par exemple, il y a eu beaucoup de nuages qui sont passés au-dessus d'une centrale solaire, ça peut arriver, on peut perdre des centaines de mégawatts d'un coup. Eh bien, cette réserve primaire, on va pouvoir en augmenter d'un coup de 99,6% à 100% le réacteur nucléaire pour gagner quelques dizaines de mégawatts, ce qui va soulager le réseau à l'échelle nationale. Je vous invite à regarder la série Tchernobyl qui explique très bien, notamment dans les derniers épisodes, ce fameux empoisonnement au xénon qui empêche les réacteurs nucléaires de passer de 100 à 30%, à 100%, à 30%, de manière très rapprochée. Ça prend beaucoup de temps de changer la puissance d'un réacteur, notamment à cause de l'empoisonnement au xénon qui était une des causes de l'accident de Tchernobyl. Est-ce que vous pilotez ici, la puissance se pilote avec la concentration d'acide borique ou les barres de contrôle surtout? Les deux en parallèle tout le temps? Moitié-moitié. Ah, moitié-moitié, ok. Moitié-moitié. D'accord. Okay. Voilà, ce dont je discutais avec l'instructeur, les deux freins qu'on a dans un réacteur nucléaire pour réduire la puissance, c'est en fait les grappes de contrôle en bord qu'on vient en fait insérer dans le réacteur par le haut et également l'acide borique qui est dissous dans l'eau du circuit primaire qui contient donc du bore, exactement comme ces barres de contrôle. Et donc, c'est les deux en parallèle qui vont réduire en fait le flux neutronique dans le réacteur parce qu'il faut bien avoir en tête que dès qu'on fissionne un atome d'uranium, il y a 2 à 3 neutrons qui sont émis et donc un neutron donne 2 à 3 neutrons. Donc forcément, ça fait une réaction en chaîne si on ne la modère pas. Et donc justement, tout ça, ça se modère avec des dispositifs neutrophages, donc ils vont manger les neutrons entre Neutrophage, tu vois ce que je veux dire? Elle mange les neutrons. Et ça, c'est le bord qui le fait très bien, soit dans l'eau via l'acide borique dissous dans l'eau, soit via les grappes de contrôle qu'on vient enfoncer plus ou moins si on veut absorber davantage de neutrons ou au contraire en absorber de moins en moins. Oui. Elles n'ont pas ce qu'on appelle le même poids. Pour conduire, pour piloter, c'est pas les mêmes que celles qui... On y va finement, bah oui, c'est ça, on y va finement. Peut-être pas le gros frein à main. Quoi. Ça reste de la physique. Donc en fait, dans une salle de commande, comme on le voit juste ici, on a deux panneaux principaux. Donc le panneau de gauche, c'est le panneau nucléaire, donc on va contrôler tout ce qui se passe dans le réacteur nucléaire. Et le panneau de droite, qui va contrôler toute la production d'électricité avec la turbine, l'alternateur, le transformateur, l'injection sur le réseau. Donc vous avez un opérateur en salle de commande qui vient contrôler, superviser le panneau nucléaire et un autre opérateur qui vient superviser la production d'électricité, voilà, qui sont donc effectivement liés mais relativement indépendantes. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Les 4 générateurs de vapeur, 4 GV, avec la cuve qui est vue de dessus. Ok, et donc là elles sont en l'air. La plupart en l'air. Celles-là elles sont un peu enfoncées, c'est ça? Voilà, c'est celles qui nous servent à piloter. Ok. Et celles qui sont marquées SASB et CSD, c'est les grappes pour arrêter le réacteur en plus. D'accord. Qui sont elles participent et, au pilotage. Et l'acide borique là il se voit quelque part ou pas? Juste en dessous, 599, c'est la valeur de concentration en bas. Ah d'accord, ça c'est la valeur normale. Au milieu de vie. Ok, milieu de vie. Du cycle. Ah oui, oui parce que elle baisse au fur et à mesure du cycle. Je vous ai dit que le combustible s'usait. Ouais c'est ça, donc il est de moins en moins réactif. Tous les jours on enlève 3 ppm de bord. Ouais d'accord. C'est-à-dire que si sur la vraie tranche, demain, c'est les seuls ppm qui baissent. Il compense l'usure du combustible. Ouais c'est ça, ok. D'accord. Ça c'est notre neutrophage et on enlève au fur et à mesure. Et fin de cycle on arrive à 10-15 ppm. Ouais, parce qu'il n'y a plus besoin de... On part à 1000 et on arrive à 15 ppm. D'accord, ouais, ok. On ne peut pas descendre plus bas vu les volumes. Ouais, ok, d'accord. Ok,
Juste là, on voit une température de 311 degrés, donc qui correspond en fait à la température moyenne dans le circuit primaire. Le circuit primaire a une température moyenne de 300 degrés, donc c'est de l'eau en fait, qui doit donc être comprimée pour pas qu'elle soit à l'état vapeur, parce qu'évidemment, à pression atmosphérique, 300 degrés, l'eau est bien sûr déjà à l'état de vapeur depuis bien longtemps. Donc, on applique une pression de 155 bars, donc 155 fois la pression atmosphérique sur cette eau dans le circuit primaire pour l'empêcher de bouillir et pour avoir un meilleur rendement thermodynamique au niveau de la centrale. Petite explication du 1500 tours par minute qu'on voit sur l'alternateur. 1500 tours par minute, ça correspond à 25 tours par seconde. Et vous voyez que 25, on est proche du 50 Hz. Le 50 Hz qui correspond à la fréquence du réseau alternatif qu'on a en France. Et en fait, la subtilité, elle vient que l'alternateur a plusieurs pôles. Et donc, quand il fait un tour, en fait, ça permet de faire 2 changements de sens du courant. Et donc, lorsqu'il fait un tour, il y a 2 changements, donc 2 fois 25 changements en une seconde, soit 50 Hz. On est donc rassuré, on produit bien à 50 Hz en sortie d'alternateur. Ce que nous expliquait l'instructeur, c'est qu'en fonctionnement, la centrale peut produire par exemple ici 1547 MW. Ça, c'est ce que l'alternateur va produire, mais la centrale, avec toutes les pompes qu'il y a dans la centrale, et principalement les pompes du circuit primaire qui permettent de mettre en mouvement toute cette eau, tout ce volume d'eau dans le circuit primaire, il y a environ 300 mètres cubes d'eau dans le circuit primaire à mettre en mouvement. Toute la centrale consomme 60 MW de puissance électrique pour toutes les pompes, tout le fonctionnement. Les simples pompes primaires consomment chacune 10 MW. Il y en a 4, donc les 4 pompes primaires consomment 40 MW des 60 MW total de la centrale. Et vous allez comprendre pourquoi quand on regarde les débits. Une pompe du circuit primaire a un débit de 27 mètres cubes par seconde. Dites-vous qu'une piscine pour particulier qu'on a dans son jardin, c'est environ 50 mètres cubes, donc une pompe du circuit primaire peut vider votre piscine en 2 secondes. Donc c'est là, on se rend compte quand même du débit de malade et des ordres de grandeur qui sont considérables. Il y en a 4, donc c'est un peu normal qu'elle consomme plusieurs mégawatts, on s'en doute bien. Donc voilà, donc 1547, on retranche 60, ça fait du coup 1487 dans cet exemple ici. Donc en fait, les réacteurs nucléaires de Civaux ici, palier N4, produisent souvent en fait plus que leur puissance nominale. C'est un peu comme si votre voiture qui était censée faire 100 chevaux fait en réalité 110 chevaux. Voilà, il y a toujours une petite marge. Donc c'est toujours agréable de se dire que la centrale produit plus que ce qu'elle est censée produire sur le papier. Donc à présent, j'ai demandé à l'instructeur de la salle de commande si on pouvait simuler un arrêt d'urgence pour voir comment ça se passerait dans une vraie salle de commande si on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Donc c'est parti, on va simuler ça tout de suite. On appuie sur 2 en même temps? En fait, tout est redondé chez nous, donc on a toujours ce qu'on appelle une voie A, une voie B. Ok. Donc en fait, un fonctionne. Un suffit. Un suffit, mais on le fait toujours sur les deux pour garantir que les deux ordres passent sur les deux voies. Ok. Même chose, tout ce qui est injection de sécurité, on a une voie A, une voie B, tout est doublé. Sécurité, ouais. Allez. Donc là, arrêt d'urgence. Ah oui, d'accord. Donc là, on voit toutes les barres de contrôle qui sont descendues tout en bas. La puissance réacteur qui chute. 52. Ah, on passe très vite à 50 et après ça met du temps à baisser. Ah oui, elle baisse d'un coup, ouais. Et ah oui, la puissance électrique du coup qui baisse tout là-bas. 600 MW. Ah, là on est passé à 0. C'est-à-dire qu'on n'injecte plus sur le réseau. Et là on est à 30%. Ah ouais, donc 30%. Incroyable. Quelques alarmes aussi. 35%. Ouais. Ah ouais, bon Et donc là, ça veut dire qu'on n'injecte plus sur le réseau et la turbine là est déconnectée du réseau en fait. Oui. Ouais. Ok. Et donc là on est à 0%. Ouais. Mais comment ça 0%? Parce que il y a pourtant une puissance thermique non nulle à l'intérieur du réacteur, non? Là c'est vraiment la vision, on va dire, importante. Et après, je montre en même temps d'autres vues. Donc comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, quand on arrête un réacteur nucléaire pour arrêter les réactions de fission de l'uranium, il y a toujours une puissance thermique résiduelle qui est principalement causée par les désintégrations radioactives des produits de fission. En fait, l'uranium qui est usé s'est transformé en produits de fission qui sont radioactifs et à chaque désintégration radioactive, il libère de la chaleur. Donc il y a toujours de la chaleur qui est dégagée d'un réacteur même quand il est à l'arrêt. Donc ici on voit 0%, mais en l'occurrence on est plutôt à 0,1% comme on peut le voir sur l'écran. Pour piloter un réacteur nucléaire, pour piloter la puissance, en fait on pilote un flux neutronique. On va piloter le nombre de neutrons qu'on envoie dans le réacteur parce que c'est très particulier un réacteur nucléaire. Contrairement à un moteur à combustion d'essence où on vient injecter plus ou moins de carburant à l'intérieur de la chambre de combustion pour développer plus ou moins de puissance, ici c'est très différent. Absolument tout le combustible est déjà présent dans la chambre de combustion qui est du coup ici
notre réacteur nucléaire. Tout le combustible, tout l'uranium est déjà là. Donc, pour éviter d'avoir une explosion nucléaire, si on consommait tout cet uranium d'un coup, ça ferait non pas un réacteur nucléaire, mais une explosion nucléaire où tous les atomes d'uranium seraient consommés d'un coup. Là, bien sûr, c'est pas ce qu'on veut. On veut utiliser cette puissance progressivement sur plusieurs années. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer de contrôler le nombre de neutrons qu'on envoie pour éviter toute réaction en chaîne et pour que ce soit une réaction contrôlée. Et donc, pour ça, comme on le voyait, voilà, on utilise du bore, donc on utilise de l'acide borique qui est dissous dans le circuit primaire, on utilise les grappes de contrôle qui permettent aussi d'absorber des neutrons, mais nous, ce qu'on veut, c'est que le nombre de neutrons dans le réacteur soit constant pour qu'il y ait une puissance constante en fait. Un nombre de neutrons égale une puissance, étant donné que l'uranium est déjà là. D'accord, ah oui, donc c'est un flux neutronique qu'on mesure. Donc en fait, la puissance thermique dégagée par les produits de fission, elle se mesure pas avec puissance, on est sur de la puissance thermique et entre guillemets basse puissance et en accidentel, on va regarder les chaînes neutroniques. D'accord. Mais les deux sont vérifiés toutes les semaines, la cohérence entre les deux. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord, il y a une bonne corrélation entre flux neutronique et... D'accord. C'est obligatoire, on fait un bilan thermique toutes les semaines. D'accord. Parce que du coup, donc, quand le réacteur est à l'arrêt, donc les produits de fission qui dégagent de la chaleur, ils dégagent aussi des neutrons au passage. C'est ça? Ok, d'accord. Et là, par exemple, si on voulait remettre le réacteur en état nominal, il faudrait combien de temps? Revenir dans 24 heures. Et donc là, si vous le redémarriez, on verrait 1% au bout de combien de temps? Si vous voulez redémarrer le réacteur à ce moment-là, on ne pourrait pas le faire juste comme ça en enlevant les grappes de neutrons, en diminuant la concentration d'acide borique. C'est parti, il n'y a plus d'absorbeur de neutrons, donc c'est parti, la fission peut redémarrer exponentiellement. Non, on ne pourrait pas faire ça. Déjà, il faut attendre 7 heures pour que la concentration de xénon diminue. En fait, le xénon, c'est un produit de fission qui est naturellement produit lors du régime nominal d'un réacteur nucléaire, mais il y en a autant de produits que d'éliminer. Donc en fait, sa concentration est égale dans le réacteur et donc c'est facile à gérer. Le problème, c'est que quand on diminue fortement la puissance, donc là en l'occurrence on la diminue à l'extrême, on a en fait plus de xénon qui est éliminé naturellement par le flux neutronique dans le réacteur. En revanche, on a toujours du xénon produit. La quantité de xénon augmente dans le réacteur. Et donc là, je vous renvoie à l'accident de Tchernobyl parce que c'est exactement ce qui s'est passé dans l'accident de Tchernobyl et à la série qui l'explique très très bien. Mais en fait, le xénon, on appelle ça un poison parce qu'il va absorber les neutrons. Donc en fait, si on enlève tous les moyens de modération du réacteur, donc toutes les barres de contrôle en bord, et si on enlève l'acide borique dans le réacteur, en fait, on aurait toujours les atomes de xénon absorberaient tous les neutrons et il n'y en aurait plus pour l'uranium et on n'arriverait pas à redémarrer le réacteur parce que l'uranium, en fait, n'arriverait pas à être fissionné parce que c'est le xénon qui absorberait tous les neutrons et je le rappelle, la puissance d'un réacteur se mesure avec le flux neutronique. Donc s'il n'y a plus de neutrons, il n'y a plus de fission, donc c'est impossible de redémarrer. Donc on doit attendre quelques heures pour que le xénon soit éliminé et ensuite, bien sûr, il y a plein de contrôles de pression, de température, des procédures administratives. Oui, d'accord, donc il faut attendre que le xénon il soit éliminé et après on recalcule, on enlève les barres. Et on décide d'une cote où on va diverger, on calcule la concentration de bord et puis tout ça doit être validé par les opérateurs le font, c'est validé par le chef d'exploitation et l'IS. D'accord. Et une fois qu'on a passé toute cette phase de vérification et que là on commence à enlever les barres de contrôle, ça met du temps avant de reprendre la puissance. Et la phase divergence, ça dure 4 heures. Divergence, c'est quand on augmente la réactivité. Dès qu'on commence à changer d'état, dire à lever les grappes d'arrêt, commencer à bouger les grappes de contrôle. Ok. Ouais, la réactivité augmente. Oui, en fait on suit. On suit en permanence. On l'élève de X pas, on fait un calcul, on fait une extrapolation sur une droite, on regarde si on est conforme à ce qu'on a calculé. Donc le temps de doublement qui est utilisé pour la divergence, c'est 1 minute. Donc toutes les minutes, en fait, on a doublé la puissance thermique du réacteur. Donc en fait, on a doublé le flux neutronique à l'intérieur du réacteur. Donc il y a 2 fois plus de fission par seconde et donc 2 fois plus d'énergie libérée par seconde et donc on augmente la puissance. Voilà. Donc là, à l'oral, j'ai fait une grosse erreur. J'ai dit qu'en fait, on attendait 80% de puissance nominale pour ralentir la divergence. Le problème, si on fait ça, c'est que, admettons qu'on arrive à 80% de puissance du réacteur. Si on laisse dans cet état le réacteur, au bout de 1 minute, on sera donc au double de la puissance. Donc on serait à 160% de puissance nominale au bout d'1 minute. Donc évidemment, on ne veut absolument pas ça. Donc c'est pour ça que ici l'instructeur me corrigeait en me disant que non, on fait cette divergence jusqu'à 0,5% de puissance nominale, donc quelques mégawatts de puissance sur les 4270 mégawatts de puissance thermique nominale sur les paliers N4 comme celui de Sivo. Et la phase redémarrage pour arriver à 100%, c'est plusieurs heures. C'est pas comme ça. Ouais, c'est ça, ok. Et je vous mets un extrait juste ici de la série Tchernobyl qui montre une restitution de ce qui s'est passé en salle de commande lors de l'accident de Tchernobyl. En fait, il y avait beaucoup de xénon dans le réacteur parce qu'il avait été à basse puissance pendant plusieurs heures. Ils ont voulu le redémarrer rapidement, donc ils ont enlevé toutes les barres de contrôle en bord,
tous les moyens en fait neutrophages qu'on a pour limiter le flux neutronique, ils ont tout enlevé. Le xénon était là pour absorber les neutrons, sauf que le xénon, au bout d'un moment, il s'est consommé. Et d'un coup, on s'est retrouvé avec un réacteur avec aucun modérateur. En fait, les neutrons livrés à eux-mêmes et donc un temps de doublement, comme on le voit ici, de quelques secondes. Et donc en fait, ils n'ont même pas eu le temps de réinsérer les barres de contrôle en bord pour limiter le flux neutronique. La puissance thermique dans le réacteur est montée à plusieurs dizaines de fois la puissance nominale, donc c'était complètement une cocotte minute et ça a explosé. Et je vous invite à regarder la série Tchernobyl qui est super bien faite. Perso, j'ai déjà regardé 3 fois. Bon, après, on n'est pas obligé de faire comme moi, mais voilà, si vous la regardez une fois, c'est déjà... Et juste une dernière question avant de partir. Quand on démarre une centrale nucléaire et qu'il n'y a aucun combustible usé, et on met une source de neutrons pour démarrer la fission. Ça va en faire des noyaux d'atomes à casser. Mais dis donc, où est-ce qu'on va trouver tous les neutrons pour bombarder tout ça? Oui, les grappes neutrons, ils appellent ça. Une petite grappe neutrons, on n'en a plus jamais besoin ensuite. C'est au premier démarrage. Après, premier démarrage. Ils sont plus quoi. Enfin, ok, d'accord. Et on la met en haut, on l'insère en haut comme ça. J'étais pas là au démarrage. Ah, oui, ok. Mais d'accord. J'étais pas là au démarrage. Impressionnant. On vient d'arrêter un réacteur. Avant, vous vous appelez comment Dominique. Dominique nous a aidé nous a montré comment on éteignait un réacteur nucléaire en urgence. Sur le simulateur. Oui, c'est bien sûr sur le simulateur. Évidemment. On n'a pas arrêté un des réacteurs en France. Il y aurait eu des petits soucis. Voici les bornes de recharge les plus proches d'un moyen de production qui puisse exister au monde, sauf panneaux solaires. Mais là, vous avez le bâtiment réacteur, pas très loin de la salle des machines avec alternateur. Et là, des petites wallbox pour recharge à 7 kW des petits véhicules électriques. J'imagine que ça va être offert aux employés de la maison. Hein. Ce serait un peu abusé de faire payer, je pense. Le réservoir de stockage soit de produits radioactifs, soit de produits chimiques. Donc ces gros réservoirs qu'on appelle des bâches sur le côté peuvent contenir de l'eau usée donc du circuit secondaire qu'on a changé ou du circuit primaire qui peut être légèrement radioactive parce que certains atomes d'hydrogène, des molécules d'H2O de l'eau se transforment en tritium notamment et donc l'eau devient un petit peu contaminée, il va falloir la traiter et c'est pour ça qu'à chaque rechargement combustible on la change et on met l'eau usée dans ces grosses citernes pour être ensuite traitée. Donc là, sur notre droite, là, c'est la salle des machines de la tranche 1 liée à l'aéro-réfrigérant ici qui fonctionne avec la fumée. Ensuite, juste à côté, c'est la salle des machines de la tranche 2 qui est à l'arrêt. Pas de fumée, quand je dis fumée, c'est évidemment de la vapeur d'eau. Et là, une belle ligne à haute tension qui sort tout droit du bâtiment de la tranche 1. Et on a une autre ligne à haute tension là-bas qui injecte sur le réseau l'électricité du bâtiment réacteur de la tranche 2 qui est actuellement à l'arrêt. Donc actuellement, il n'y a pas d'électrons qui circulent dans ces lignes. Et voilà, et donc là, c'est vraiment impressionnant. C'est un poste de transformation électrique à haute puissance. Il y a 1,5 gigawatts d'électricité qui passe par là. Donc ça fait en gros 500 mégawatts par câble. Donc un câble pourrait alimenter 50 000 foyers. Si vous calculez son bon, 500 000 foyers peut-être. C'est plutôt 1 kilowatt par foyer. 500 000 foyers par câble. Donc c'est du triphasé. Donc c'est évidemment tous les câbles qui alimentent le même foyer, mais pour donner un ordre d'idée. Là, ça fait des magnifiques images avec le soleil. Hein. Oh, j'adore. Ouais. C'est magnifique là avec la tour. On va s'approcher de plus proche. Dans les images, c'est magnifique. C'est fou, n'empêche. Hein. Ouais, en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est que toute la puissance du réacteur, elle sort de ces 3 câbles. Enfin, il y a un peu plus que 3 câbles, mais... Petite parenthèse thermodynamique. Il se trouve que la centrale de Civaux est relativement moderne. Elle a un rendement thermodynamique de 36%. Ça veut dire qu'au niveau de la cuve du réacteur nucléaire, on produit 4270 de puissance thermique et seulement 1560 sont récupérés sous forme d'énergie électrique, l'énergie utile. Et comme la centrale consomme 60 MW, on injecte sur le réseau aux alentours de 1500 MW. Mais du coup, si on injecte sur le réseau 1500 MW et qu'on en produit 4200 au niveau de la cuve du réacteur, il y a bien de l'énergie qui part quelque part. C'est justement cette énergie thermique qu'on doit dissiper pour refaire un cycle thermodynamique et cette énergie thermique est dissipée au niveau des aéro-réfrigérants. Si on fait 4270 moins 1560 d'énergie électrique produite, on est aux alentours de 2700 MW de puissance thermique à dissiper et l'enthalpie de vaporisation de l'eau, donc c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour évaporer un litre d'eau, c'est 2257 kJ. Et donc si on divise justement ces 2700 MW par l'enthalpie de vaporisation de l'eau, on trouve qu'il faut évaporer 1,2 m3 par seconde pour évaporer cette énergie thermique résultante. Donc bien sûr, là il s'agit d'ordre de grandeur, mais au moins avec ce petit calcul d'ordre de grandeur, on arrive très rapidement au 1 m3 par seconde d'évaporé. Donc c'est complètement cohérent avec les informations que m'ont donné EDF sur la quantité d'eau perdue par évaporation. Ok, donc là je sais pas si on entend avec mon micro là, mais j'ai un masque FFP3
actuellement sur le fiche. Donc c'est ultra filtrant encore plus que le FFP2 parce qu'il peut y avoir certaines bactéries volatiles avec une bouffée d'eau dont j'ai oublié le nom. Et donc c'est parti, on va s'approcher de cette magnifique tour aéro-réfrigérante. Parce que le circuit de refroidissement évolue entre 20 degrés quand il vient d'être refroidi par la tour aéro-réfrigérante et 35 degrés quand il vient d'être réchauffé au niveau du condenseur. Donc c'est pile en fait la plage de température qui va favoriser le développement de cette bactérie. On voit les trous d'eau qui sont aspirés vers le milieu, enfin vers le centre. C'est assez impressionnant. On sent un léger vent. En fait, on sent le vent d'aspiration là. On sent le vent là. Waouh. Incroyable. Là, il y a les... Ah, et là, ça repart. Et c'est un cercle fermé comme ça. Ouais. Vers l'échangeur. Ouais. Voilà, vers le condenseur. Ouais. Donc la rivière d'eau qu'on voit ici, c'est 47 mètres cubes d'eau par seconde. C'est de l'eau froide qui est récoltée au pied de la tour aéro-réfrigérante. Et cette eau froide, eh bien, en fait, elle est renvoyée vers le condenseur pour refroidir à nouveau de la vapeur qui sort des turbines. Donc cette vapeur est au contact donc dans le condenseur de ce circuit de refroidissement. Elle se transforme à l'état liquide, repart vers le générateur de vapeur. On a donc chauffé ce circuit de refroidissement qui était initialement aux alentours de 20 degrés. Il repart à 35 degrés et cette eau est donc pulvérisée environ à 20 mètres de hauteur. Je rappelle, la tour fait 178 mètres de haut, donc vers 20 mètres, on va pulvériser cette eau chaude à 35 degrés à 20 mètres de hauteur et ça va être l'air froid qui s'engouffre au pied de la tour. Comme on l'a vu, la tour est complètement creuse tout en bas pour que cet air frais vienne s'engouffrer et fasse un échange thermique avec toutes les petites gouttelettes de la tour pour en évaporer une partie et vous avez environ 1 mètre cube d'eau par seconde qui est évaporée vers le haut. Voilà, ce qu'on voit juste à la base de la tour, on appelle ça des packings, ce sont comme des nids d'abeilles. Pour maximiser les échanges thermiques au niveau de ces gouttelettes, en fait, vaut mieux 1000 gouttelettes que des grosses pompes d'eau très localisées. C'est pour ça qu'on les fait passer à l'intérieur de ces nids d'abeilles pour maximiser les échanges thermiques. Et le gros tuyau qu'on voit ici, en fait, c'est celui-là. C'est le tuyau bleu marine. En fait, à l'intérieur, il y a l'eau chaude qui vient du condenseur et qui va être amenée, acheminée pour être pulvérisée à 20 mètres de hauteur. Donc là, il y a 48 mètres cubes par seconde qui s'écoulent par celui-ci et dans la rivière, 47 mètres cubes par seconde. Et le 1 mètre cube de différentiel, je le rappelle, il est évaporé ici. Et pour clarifier un peu, en fait, la centrale prélève 2 mètres cubes d'eau par seconde à la Vienne. 1 mètre cube va être évaporé au niveau des tours aéro-réfrigérantes et 1 mètre cube va être restitué à la Vienne. Ce gros bestiau qu'on voit avant d'entrer dans la salle des machines, c'est le transformateur. Donc il a besoin d'être refroidi là par tous ces ventilateurs. Ce gros transformateur permet de rehausser la tension en sortie de l'alternateur de la salle des machines qu'on va voir juste après. En sortie de l'alternateur, vous avez des valeurs hallucinantes. Vous avez 20 000 volts, donc on peut se dire c'est déjà pas mal, 50 000 ampères. Et ce transformateur va permettre de hausser la tension, baisser en même temps l'intensité. Donc il vous permet de passer de 20 000 volts à 400 000 volts pour être envoyé sur les lignes très haute tension, les plus grosses qu'on peut voir sur nos paysages français. Le transformateur pèse 840 tonnes. Il fait 8 mètres de haut, 11 mètres de long. Bref, c'est un gros bébé. En même temps, pour gérer une quantité d'électricité astronomique comme ça fait partie des plus gros transformateurs qui existent dans le monde. C'est un peu normal. Donc là, on entre actuellement dans la salle des machines. Je sais pas si vous m'entendez. C'est plus... Non, mais si, mais là, le micro, il est là. Je sais pas si vous m'entendez. Alex, il m'entend pas, mais vous m'entendez peut-être. Bon, c'est littéralement une usine à gaz. Hein. Voilà, donc là, le tuyau vert qu'on voit, c'est en fait ce tuyau bleu qui arrive de la tour aéro-réfrigérante. Donc c'est de l'eau froide qui va être réchauffée. Et en se réchauffant, elle va refroidir la vapeur qui tombe des turbines et qui va se transformer en eau liquide pour repartir vers les GV, les générateurs de vapeur. Donc là, on est en bas de la salle des machines, c'est pour ça qu'il y a le condenseur. Tout à l'heure, on montera et on verra les turbines qui seront en haut et l'alternateur qui est ici le générateur. Donc, les 3 câbles qu'on voit au-dessus, c'est les câbles de sortie de l'alternateur. Donc, c'est par là que passent 50 000 ampères et 20 000 volts en direction du transformateur qui va monter tout ça à 400 000 volts pour envoyer ça
sur les réseaux très haute tension. Voilà, donc on vient de faire le tour du condenseur et donc ce qu'on voit en fait, c'est le gros tuyau vert, donc avec de l'eau à 35 degrés, correspond donc au flux d'eau du circuit de refroidissement qui va repartir vers la tour aéro-réfrigérante, ce qui permet encore une fois en fait de prélever des calories à la vapeur qui sort des turbines pour la faire passer de l'état gazeux à l'état liquide. Je sais même pas ce que c'est ça, il y a tellement de trucs. Petit rappel, la selle des machines va regrouper en fait les turbines qui comportent la vapeur qui vient du générateur de vapeur dans le bâtiment réacteur. Cette vapeur va donc faire tourner les turbines reliées à l'alternateur et cet alternateur va produire donc l'électricité qui va être acheminée donc vers le transformateur qui va rehausser la tension et ensuite cette électricité est envoyée sur le réseau très haute tension 400 000 volts d'EDF. Donc au rez-de-chaussée, on va commencer par le condenseur qui permet de faire passer l'eau de l'état de vapeur à l'état liquide. Ensuite, on va monter pour voir le GTA, groupe turbo alternateur. Donc en fait, c'est l'assemblage turbine alternateur, donc la turbine haute moyenne pression, les 3 turbines basse pression et l'alternateur qui sont tous sur le même axe. On va voir ça juste après. Ouh la vache, là il fait ultra chaud. Je sais pas si on m'entend, mais il fait vraiment... Il doit faire 35-40 degrés là, c'est assez impressionnant la chaleur qu'il fait. C'est le GTA, ok. Le groupe turbo alternateur. 70 mètres de long. Là, on voit les vibrations. Ouais. Au niveau des GTA, vous avez en fait deux parties. Vous avez la partie turbine Arabelle, donc avec tous les corps des turbines qui tournent. 3 turbines basse pression et les turbines basse pression sont là-bas. Et ici, on a l'alternateur. 620 tonnes quand le rotor de l'alternateur en fait 230. Donc vous avez 850 tonnes de masse tournante qui tourne à 1500 tours par minute. Je rappelle quand même que votre machine à laver à la maison, c'est 1200 tours par minute. Donc là, on a 850 tonnes qui tournent encore plus vite qu'une machine à laver à la maison. Donc c'est un peu logique que ça émette des vibrations dans tout le bâtiment. C'est pour ça que là, on voit cette lampe un petit peu vibrer, que toutes les rambardes vibrent légèrement, malgré les dizaines de ressorts qu'il y a sous l'alternateur pour limiter au maximum les vibrations. On les verra juste après. Donc là, on est en train de redescendre pour être vraiment au niveau du GTA. On va le voir de très près. On va même pouvoir toucher la paroi des turbines basse pression et de l'alternateur. On va être vraiment aux premières loges. Ah, c'est meilleur là. Ouais. Donc là, groupe turbo alternateur, c'est GTA. Turbo alternateur. Le GTA, donc 1, 2, 3. Les 4 tuyaux qu'on voit là, c'est l'arrivée vapeur qui va en direction de la turbine haute moyenne pression. Il provient donc des générateurs de vapeur dans le bâtiment réacteur et qui va jusqu'à la turbine haute moyenne pression, donc le premier corps de turbine qu'il y a dans le GTA. Et donc pour bien comprendre, c'est en fait cette partie-là, ce tuyau rouge qui symbolise ces 4 arrivées de vapeur avec un débit total de 2 tonnes de vapeur par seconde. Donc il faut imaginer de la vapeur invisible. À l'intérieur, c'est de la vapeur sèche. Ouais, ça va vers les basses pressions. Le gros bloc qu'on voit, c'est le groupe sécheur-surchauffeur. Parce que, en fait, il sert à quoi? Il va servir à assécher la vapeur quand elle sort des turbines haute moyenne pression. Parce que dans une turbine, en fait, vous avez en entrée de la vapeur haute pression et en sortie, forcément, la pression a diminué parce que vous avez extrait de l'énergie
de cette vapeur. Donc, quand on diminue la pression d'un gaz contenant de l'eau, il peut y avoir de la condensation et donc on a besoin d'assécher cette vapeur parce que le problème, c'est que la vapeur, on veut surtout pas qu'elle soit avec des petites gouttelettes liquides, vous savez, comme au-dessus d'une casserole. Ça, on veut surtout pas ça parce que le problème, c'est que cette vapeur va percuter les aubes des turbines à très haute vitesse et ça va venir endommager les aubes des turbines. Donc, on n'a surtout pas envie de ça. Donc, on veut absolument que la vapeur soit sèche et donc le groupe sécheur-surchauffeur vient assécher cette vapeur pour être réintroduite au niveau des turbines basse pression. Et donc, c'est ce qu'on voit un peu sur ce schéma. Ici, le sécheur, ça correspond au GSS, le groupe sécheur-surchauffeur, qui donc prélève une petite partie de l'eau qui se serait formée dans cette vapeur et va réinjecter de la vapeur sèche au niveau des turbines basse pression. Et donc, en sortie de condenseur, on l'a vu, la vapeur est censée se transformer à l'état liquide. Et donc, elle doit repartir, parce que c'est un cycle fermé, vers le générateur de vapeur. Et ce tuyau, voilà, de retour vers le bâtiment réacteur, ça correspond aux 4 tuyaux qu'on voit ici, qui repartent, donc il y a de l'eau sous forme liquide, qui repart vers le générateur de vapeur, avec un débit, lui aussi, de 2 tonnes par seconde, parce que bien sûr, il n'y a pas de perte au niveau du circuit secondaire. Tout ce qui arrive en vapeur repart sous forme d'état liquide par ces tuyaux. 2 tonnes par seconde circulent au niveau de ces 4 tuyaux de retour vers le bâtiment réacteur. Ça, c'est... Voilà, donc là, on passe à côté des 3 corps basse pression. Donc, dans chacun de ces capots verts, vous avez une turbine basse pression, donc comme on peut le voir sur cette image. Donc une turbine, c'est composé de plein d'étages d'aubes qui permettent, en fait, comme des hélices, de récupérer l'énergie stockée dans la vapeur sous pression. Ah, c'est le dernier étage, basse pression, turbine basse pression. Et là, il y a l'alternateur. Et donc là, on est juste à côté de l'alternateur, 230 tonnes de rotor. Il fait seulement 2 mètres de diamètre, hein, donc finalement, c'est assez dense. Et c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'en fait, vous avez, bon, certes, il fait peut-être 17 mètres de long, seulement 2 mètres de diamètre. Et en fait, avec ça, vous arrivez à produire 1500 MW de puissance électrique, avec en sortie, je le rappelle, 50 000 ampères, 20 000 volts. Enfin, je trouve que c'est vraiment impressionnant de se dire qu'avec seulement 2 mètres de diamètre, on arrive à produire autant d'énergie. On arrive même à voir à l'intérieur le rotor qui tourne donc à 1500 tours par minute. Donc, comme je vous le disais, pour minimiser les vibrations au sein de la salle des machines, le GTA, donc ce groupe turbo alternateur de plusieurs milliers de tonnes au total, repose sur 75 ressorts qu'on verra juste après, avec une dalle en béton de 4 mètres. Ici, ça vibre à fond, et là, c'est 2 trucs séparés, quoi. Pensez à votre machine à laver. Ça, c'est une grosse machine à laver qui fait au total plusieurs milliers de tonnes, parce que le rotor fait 230 tonnes, mais le stator fait 500 tonnes. Donc voilà, au total, on a des milliers de tonnes qui reposent sur 75 ressorts pour minimiser les vibrations. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de l'alternateur, on met de l'hydrogène et non de l'air pour refroidir l'alternateur, parce qu'il faut un peu le refroidir. Il y a quelques frottements, quelques pertes, donc cet alternateur chauffe un petit peu. Et on met de l'hydrogène parce que l'hydrogène a une meilleure conductivité thermique que l'air et empêche la formation d'ozone. Voilà, donc si on mettait de l'air avec de l'oxygène, il y aurait quelques réactions chimiques qui se produiraient à l'intérieur. Pour éviter ça, on met de l'hydrogène qui permet de prolonger la durée de vie des équipements à l'intérieur. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais dites-vous qu'il y a de l'hydrogène à l'intérieur pour refroidir. D'accord. On va essayer de descendre pour aller voir d'autres tuyauteries plus bas. Puis la faire aussi un peu plus frais, parce que là, il va faire vraiment 30 degrés, 32 degrés, c'est pas très agréable pour leur manteau. Comme je vous le disais, on voit ici la grosse dalle de béton de 4 mètres d'épaisseur avec les 75 ressorts. Ici, on voit certains des ressorts. Donc, évidemment, c'est des gros ressorts qui peuvent supporter des milliers de tonnes au-dessus pour minimiser les vibrations au niveau de toute la salle des machines. Donc, cette dalle de béton avec le GTA est indépendante du reste et la liaison se fait au niveau des 75 ressorts en dessous. Pour faire le moins de vibrations possible. Voilà, donc là, on circule dans les couloirs, encore une fois, de la salle des machines et on voit ici ce tuyau GSS-eau. Donc le GSS, il va séparer les petites gouttelettes qu'il y aurait dans la vapeur avec la vapeur sèche qui est donc envoyée vers la turbine basse pression. Et donc là, ce qu'on vient de voir,
c'est le tuyau dans lequel il y a de l'eau qui a été prélevée par le GSS à la vapeur et qui est retournée vers les GV dans le bâtiment réacteur. Et un petit chiffre que me disait Pauline, c'est que si on mettait, vous voyez qu'ici il y a des tuyaux de partout, des pompes de partout, si on met bout à bout tous ces tuyaux, on peut faire la distance Paris-Marseille avec la tuyauterie de la salle des machines. Moi franchement ça m'a même pas étonné parce qu'il y en a vraiment des kilomètres et des kilomètres, c'est vraiment impressionnant. Oh l'hiver, ah, j'aimerais pas faire cette visite en plein été. Parce qu'on connaît la température tout en haut là? Ah ouais, ça m'étonne pas. Hein. Il t'a dit quoi? C'est le type de centrale nucléaire, ça? C'est ça. Ouais. Nous, on produit 1450 MW. Ouais. Sur du N4, il y a 4 turbines. Sur du 1300 ou du 900, il n'y en a que 3. En fait, il y a une turbine haute pression et 2 basses. Ok. Nous, on a une haute et moyenne, Ok. ce qui donne un rendement supérieur aux autres, et 3 basses. Ah oui. Voilà, c'est ça. De toute façon, on avait confiance, hein, bien sûr. Les centrales nucléaires sont équipées d'une centrale de déminéralisation pour l'eau qu'elles utilisent dans le circuit primaire et secondaire. Donc, ce qu'on voit derrière, les grosses cuves blanches, ça va être l'eau déminéralisée qui est utilisée pour le circuit secondaire. Et la petite cuve grise qu'on voit pas très bien sur ces images correspond à l'eau utilisée pour le circuit primaire qui est en plus petit volume que l'eau du circuit secondaire, environ 300 mètres cubes d'eau. Et les grosses cuves blanches donc, qui permettent de faire un stockage tampon d'eau pour le circuit secondaire sont beaucoup plus grosses que celles du circuit primaire. En fait, l'eau du circuit primaire va être légèrement renouvelée quand on va changer le combustible. Donc là, c'est le cas actuellement de la tranche numéro 2 où on va changer un petit peu l'eau du circuit primaire pour en mettre de la neuve, entre guillemets. Et l'eau du circuit secondaire, par contre, lorsqu'on démarre le réacteur, au démarrage, l'eau du circuit secondaire, je rappelle, il y a 2 phases, une phase liquide et une phase gazeuse. Au démarrage, il n'y a pas assez de vapeur pour l'envoyer dans les turbines. Donc en fait, on va rejeter une certaine partie de la vapeur du circuit secondaire dans l'atmosphère. Donc c'est juste de la vapeur d'eau qui n'a bien sûr pas été en contact avec du combustible radioactif parce que c'est le circuit secondaire. C'est uniquement le circuit primaire qui peut lui devenir un peu radioactif. Donc on rejette un peu dans l'atmosphère et une fois que le GV ici génère suffisamment de vapeur à la bonne pression, on arrête d'en émettre dans l'atmosphère et on la conduit vers les turbines. Et c'est parti, le réacteur est lancé pour 1 an et demi, etc. Voilà, donc ces cuves permettent de jouer tout simplement un rôle de stock pour les différents circuits de la centrale nucléaire. Ici, c'est simple panneau pour dire qu'il faut espacer de 11 heures la fin d'une journée avec le début de la seconde. Donc ici, je pars à 16h42 et donc en théorie, il me faut du repos et je ne pourrai pas revenir avant 3h38 du matin. Mais bon, dans tous les cas, c'était pas prévu. Ok, donc là, on voit très mal, mais 0,8 microsieverts par heure, 0,09. Donc c'est vraiment rien du tout à l'extérieur de la centrale. Autrement dit, la centrale n'émet pas de radioactivité aux alentours. C'est seulement dans le bâtiment réacteur. Et donc on repart sous 0,1 microsieverts par heure. Ok, donc déjà, je tiens à remercier ceux qui sont encore à ce stade de la vidéo parce que la vidéo, je pense, fera entre 1h30 et 2h. Donc, merci à tous ceux qui ont tout regardé. C'était vraiment des images inédites et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire un format long pour vous montrer tout ce que j'avais vu dans le détail. Ces images sont très rares sur YouTube et sur Internet en général. Donc voilà, merci à EDF de m'avoir ouvert les portes de la centrale de Civaux avec un programme de visite très complet avec des accompagnateurs Emmanuel et Pauline que je remercie aussi, qui connaissent vraiment super bien toute la centrale. Dès que j'avais une question un peu technique, Emmanuel passait un coup de fil et j'obtenais la réponse, donc c'était vraiment super agréable. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait parce qu'il y aura d'autres vidéos à l'avenir et notamment une très prochainement avec la visite du site Orano La Hague, donc qui retraite le combustible de toutes les centrales nucléaires françaises. Donc ça va être aussi une vidéo similaire à celle-ci qui va être vraiment incroyable. Je vous en dis pas plus. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos, d'autres visites, d'autres contenus pédagogiques sur l'énergie, le climat, le réchauffement climatique. Abonnez-vous au Déclic climatique. Ciao les éco-yolos. Ça va créer une hétérogénéité, et donc ça va créer en fait une hétérogénéité